Sur pour aller citerne après, mais... ceux qui voudront se tester et puis faire passer sur la citerne souple, ça sera avec plaisir. On le fera. Juste une question. L'hiver, comment ça se passe par temps de forte gelée, la citerne sur l'extérieur? Alors, le tissu lui-même résiste à moins 30 plus 70 par le tissu intrinsèquement, c'est sa résistance à cette plage de température. Quand il fait très froid, alors en fonction du volume, la réponse va être un peu différente. Un tout petit volume, on va pouvoir avoir une prise en glace de la citerne, s'il fait vraiment très froid sur une longue période. Même, bon, c'est quand même rare qu'on reste à moins 30 toute une semaine dans notre région, donc même si la citerne vient prendre en glace complètement, le tissu reste suffisamment extensible pour absorber l'augmentation de volume, la dilatation. Et puis sur des plus gros volumes, sur des plus grosses capacités, le point critique par exemple c'est les 120 mètres cubes réserve incendie, parce qu'il faut que l'eau soit disponible tout le temps en cas de feu. On va pouvoir avoir une couche de glace en surface, mais le volume fait que ça ne prend pas en glace complètement. Et l'eau reste toujours disponible, puisqu'on n'a pas, il n'y a pas ce phénomène de mise à l'air comme dans une cuve rigide. On a bien toujours, enfin on peut aspirer même si on n'a pas d'entrée d'air dans la citerne. Donc même si on a une large couche de glace en surface qui bloquerait un évent, on peut tout de même aspirer le liquide et l'eau reste toujours disponible. Excusez-moi, l'eau ne croupit pas, même si l'eau draine des lichens ou des poussières. L'eau ne croupit pas parce qu'on n'a pas d'air dans la citerne. Hein, c'est vraiment c'est l'eau qui porte la toile. La toile est toujours en contact de l'eau, quel que soit le niveau de remplissage. Donc on n'a pas ce phénomène de ciel gazeux, de ciel d'air qui permet le développement. Et puis bien sûr c'est opaque, donc on n'a pas les UV. L'eau reste dans l'état dans lequel il rentre, dans l'état dans lequel elle rentre. Une eau potable stockée dans la citerne adéquate, la citerne ACS, va rester potable pendant... on n'a pas trouvé la fin encore. Donc l'eau reste potable, par exemple. Donc si vous rentrez une eau qui est relativement propre, préfiltrée, avec un filtre Luthier, enfin, on a un bel exemple ici, l'eau va rester propre et utilisable. Et par exemple pour les stockages pompiers, encore je reprends cet exemple-là parce que là encore il faut que l'eau reste disponible quel que soit le moment où on l'utilise. On n'a pas de développement d'algues à l'intérieur, on n'a pas... Alors l'inconvénient c'est qu'on n'a pas les grenouilles et les canards d'un stockage ouvert, mais on a de l'eau qui reste propre. Mais au préalable, il faut qu'elle soit filtrée, elle ne rentre pas directement... si vous rentrez des lichens, ils vont rester dedans. Voilà. Alors au bout d'un moment, ils vont finir par se dégrader, j'imagine. Même si on n'a pas d'air, si on n'a pas de lumière, il va y avoir une modification de l'état de l'eau s'il rentre beaucoup de matière à l'intérieur. Voilà. Mais une simple grille permet d'éviter ces phénomènes-là, les feuilles et des choses comme ça, et ensuite de conserver l'eau en l'état. On stocke aussi, on a plusieurs installations, à peu près 3000 citernes par an, on a plus de 30 000 actuellement, hein, on a une capacité de production qui a augmenté ces dernières années, mais sur la vie de la Baronne, on a 30 à 35 000 citernes qui ont été posées à peu près partout dans le monde. Alors on ne les suit pas toutes, évidemment, mais on a quand même des installations assez anciennes et des eaux, par exemple, dans de l'eau de rivière, où là il n'y a pas forcément de filtration, où on peut avoir un peu de limon et des choses comme ça, et l'eau reste parfaitement réutilisable derrière. Quand on ira à l'installation de Saint-Vallier tout à l'heure, la citerne elle est en eau depuis environ 2 ans. Et on pourra prélever de l'eau dans le bac de disconnexion. Bon, cette eau, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur, elle est aussi claire que l'eau du réseau. On remarque, quand on fait certains essais, on remarque très nettement que l'eau du réseau a une très forte odeur de chlore quand on passe de l'un à l'autre, parce que ça s'auto-harmonise. Ça crée une différence. Ça fait un contraste, alors que là, bon, c'est vraiment absolument neutre. On remarque aussi dans certains cas sur des petites installations particulières que quand il y a une période un peu sèche, il va y avoir de l'eau qui va stagner dans des gouttières, dans des points bas. Et si jamais il pleut un petit peu, cette eau-là qui a croupi et qui sent mauvais va arriver dans la citerne. Donc on va avoir un peu le fond de cuve, on va dire, qui va sentir mauvais, parce que cette eau-là sera de mauvaise qualité. Et donc c'est une eau croupie qui va arriver dans l'eau, dans la citerne, et qui va rester évidemment croupie.
celle-là, on ne va pas pouvoir la filtrer. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une eau qui a été croupie, la citerne va se remplir et va vite diluer ça. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que cette eau croupie, qui est un bouillon de culture manifeste, il n'y a pas de développement. Le fait d'être complètement à l'abri de l'air et de la lumière, ça va s'arrêter, le phénomène s'arrête. Donc les bactéries vont mourir et il n'y en a plus rien derrière. Donc d'un point de vue sanitaire, ça ne pose pas vraiment de problème. C'est éventuellement un inconfort momentané, parce que si on est sur une faible capacité de citerne et puis qu'on a de l'eau de mauvaise qualité qui arrive, bon, pendant quelques jours, on va effectivement ressentir une odeur qui peut être neutralisée avec des charbons actifs, avec tout un tas de choses qui permettent d'éviter ça, mais c'est dans le cycle de la citerne et ça ne prend jamais d'ampleur. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on puisse pallier la difficulté justement lors de l'alimentation même de l'ouvrage? C'est-à-dire qu'au lieu de prélever tout de suite le premier flot, on laisse passer le premier flot. En fait, comme fonctionnent les bassins d'orage, c'est-à-dire que les bassins d'orage, ils récupèrent les premiers flots parce que c'est les plus chargés. Or, c'est ceux-là qu'il faut éviter ici. Pour le stockage. C'est-à-dire qu'au lieu d'alimenter tout de suite par les premiers ruissellements de gouttière, vous laissez passer les premiers ruissellements de gouttière, puis après vous avez un système de dérivation qui vous récupère l'eau de second flot qui, elle, sera quasiment encore à couler sur des conduites lavées. Sur des grosses installations, je pense que c'est envisageable. Ouais, tout à fait. Et là, ça vous évitera déjà le problème de récupérer ces cochonneries qui vont demander quelque part qu'à fermenter effectivement d'une manière ou d'une autre. Les systèmes éclus qu'on a développés, ils répondent partiellement à ça, voilà. Parce qu'on a office de décantation en fait au niveau des modules et donc sur ces modules on va les installer en réseau en fait et ils ne sont pas tous releveurs, donc la pompe va être installée peut-être sur le 3e ou 4e qui permet d'avoir un effet de décantation. Je ne fais pas de pub. Pardon, je ne voulais pas vous amener à ça. Non, mais dans la réflexion c'était ça. L'idée c'était pas ça, mais effectivement c'est des choses qui sont prises en compte et le travail il est là aussi pour faire pour avoir une eau de qualité après au final. Et c'est vrai que sur une grosse installation on peut très vite avoir des choses qui sont extrêmement polluantes sur de très grosses quantités, donc c'est vrai que ça peut être problématique. J'avais une question, si vous permettez, à tous les deux, concernant les sécurités. Vous avez parlé de l'évocation multiple de vos produits. Je ne sais pas si c'est un de vos produits ou un produit d'un de vos concurrents. J'ai vu effectivement stockage de boue après station d'épuration sur une laiterie. La question qui se posait souvent, c'était la résistance des matériaux, notamment aux perforations. Parce que qui dit citerne souple dit à un moment donné manipulation, et on ne sait pas forcément ce que va faire le client quand il va manipuler. Il peut manipuler à la main, mais il peut manipuler aussi avec des engins, et très souvent des manitous. Et malheureusement, ils ont les fourches. Et de temps en temps, la fourche, ça dérape. Alors, on ne peut pas faire du fer forgé là-dessus, mais la question, c'est de se dire, au bout d'un moment, est-ce qu'on peut y résister? Et puis, deuxième question, à tous les deux, quand on doit effectivement réutiliser, il y a la question de ne pas non plus mélanger les réseaux, notamment quand on réinsère ces dispositifs-là sur des réseaux d'adduction existants. Il y a une nécessité de mettre en place des disconnecteurs, donc est-ce qu'il faut bien sûr les prévoir. Et puis le traitement sur tout ce qui peut être justement collecte des flux pollués, vous avez parlé, ou tout simplement de produits, prévention des pollutions accidentelles. J'ai l'impression que le dispositif effectivement peut tout à fait remplir cette vocation-là. Par contre, je crois savoir que les inspections des installations classées aiment bien que les dispositifs ne soient pas trop repliés. Et est-ce que quelque part votre produit, il tente pas de temps en temps le client à dire je vais le mettre là, et un autre jour je vais le mettre là. Et pour un inspecteur des installations classées, il aime bien savoir où est le risque. Non, parce qu'une 500 mètres cubes, ça pèse plus d'1 tonne, donc il ne le déplace pas non plus tous les matins. Non, mais quand c'est vide, ça pèse plus d'1 tonne. Oui. Quand c'est vide, 500 mètres cubes vide, elle pèse 1 tonne. Ouais, donc on la déplace une fois. Et puis après, comme il faut quand même 6 gars, alors c'est rien dans un chantier, dans la globalité d'un chantier, c'est rien, mais à déplacer tous les jours, non, on ne fera qu'une fois quoi. On a des citernes, je vais parler pour la citerne, puis je vous laisserai parler pour les disconnecteurs.